Alors, bonjour à toutes et tous, pour celles et ceux qui nous rejoignent à distance. Je ne sais pas si vous avez pu suivre nos échanges ce matin autour de l'offre ID Fashion notamment, avec les Galeries Lafayette, avec Chantel, avec Claire Fashion. Donc cet après-midi, on vous propose une table ronde avec Dominique Alvarez, qui est Data Quality Director chez L'Oréal. Walkener, Director of Product Catalog chez Cdiscount Octopia. Et donc, l'idée de cette table ronde, c'est qu'ils nous parlent quels sont leurs enjeux autour de la qualité et de la fiabilité de la data au sein de leur entreprise. Alors, on va commencer par une présentation des entreprises, même si vous connaissez bien. Dominique, on va commencer par toi. Oui, je pense qu'on peut commencer. Il y en a qui nous suivent à distance. Donc, Dominique, je te laisse te présenter. C'est le moment du test micro, ça va? Oui. Vous m'entendez? C'est OK. Parfait. Donc, quel est ton périmètre chez L'Oréal? Expliquer ça. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, moi, je suis ravi d'être ici pour partager l'aspect, le côté marque sur le sujet de la qualité data. Donc, je m'appelle Dominique Alvarez. Je suis un ancien de L'Oréal. J'ai en charge tout ce qui est animation et standard sur les data au niveau du groupe. Donc, je travaille au niveau international. J'ai un passé de supply chain. J'étais en charge d'une division chez L'Oréal de la supply chain, une division des produits professionnels, celle qui s'adresse au salon de coiffure essentiellement. Donc, voilà en ce qui me concerne. Donc, peut-être Vincent rapidement aussi, puis ensuite on entrera un petit peu plus dans le détail. Très bien, bonjour à tous. Vincent Walkener, donc je suis rentré chez Cdiscount il y a à peu près 5 ans et maintenant je suis chez Octopia et en fait on en parlera après. Octopia s'occupe de la solution, une des solutions pour pouvoir mettre à disposition la marketplace de Cdiscount, et moi dans ce périmètre là je m'occupe de tout le catalogue des produits. Ça va de toute la partie structuration, mais aussi le remplissage, l'enrichissement, et s'assurer d'avoir une bonne qualité de données, beaucoup de données et des données les mieux remplies possibles. Merci. Alors, on va faire une rapide présentation des deux sociétés, et puis ça va vous montrer un petit peu les enjeux autour de ces deux sociétés sur la data. Donc, voilà une présentation rapide de L'Oréal. Je vais vous donner quelques chiffres, puisqu'on parle de data, donc plutôt que des images, même si on communique des images, là pour une fois je vais vous donner quelques chiffres. Donc le groupe L'Oréal, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, je dirais le claim qui est de créer la beauté qui fait avancer le monde. Alors, L'Oréal, c'est un pure player au niveau de la cosmétique, c'est notre job. On fait ça bien, mais on fait que ça. Plus vers le menton. Ah, plus vers le menton. Alors, on est relativement ancien, donc on n'est pas les plus anciens en termes de compagnie. J'ai vu plus anciens ce matin sur les galeries. Donc, mais on est quand même, on n'est pas des perdreaux de l'année. On est de 1909, donc assez récemment, on a fêté notre centenaire. On est le premier groupe cosmétique mondial. Donc, je ne vais pas parler de tous les chiffres, quelques chiffres qui permettent de situer. Donc, c'est à peu près 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, on a une grosse activité. Il y a beaucoup de technologies dans les produits L'Oréal. Donc, on a une grosse activité de recherche. On a 21 centres de recherche. On réalise environ 7 milliards d'unités de produits finis. D'accord, ça donne quand même une certaine volumétrie. 88 000 employés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À peu près 500 brevets. Donc on contribue, on a de très grands chercheurs, de très grands dermatologues chez L'Oréal. On a 36 marques, je vais en reparler. Une quarantaine d'usines, 150, on œuvre dans 150 filiales, donc on est très international. Voilà, pour que... 7 milliards de produits, c'est-à-dire qu'entre ceux qui disparaissent et ceux qui se créent, en gros, alors, vous avez toujours ça en bas, c'est ça? Alors non, alors 7 milliards de produits, on vend 7 milliards d'unités produits.
Par contre, en termes de taille de catalogue, alors je suis désolé, je suis vraiment petit joueur par rapport à toi, mais L'Oréal, c'est seulement 100 000 gétines à un instant T, avec un taux de remplacement des gétines pas négligeable, puisque c'est de l'ordre de 25 à 30%. Hein. Donc, on est aussi dans les systématiques de republication assez importantes de nos catalogues. Voilà, mais seulement 100 000 références. Par contre, avec des modèles de données assez larges pour chacune des références. Donc ça, c'est au niveau des chiffres assez globaux. Alors, pour revenir un petit peu aussi plus dans le domaine d'activité qui est représenté autour de la salle. Alors, donc, il y a le marché de la cosmétique croît d'environ 5% par an. Donc, on va annuler la grosse année Covid. C'est donc à peu près 220 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'activité cosmétique. Alors, on peut en déduire à peu près la part de marché de L'Oréal en tant que numéro 1. On est pratiquement à 15% du marché mondial, hein, ce qui est important. On est leader et c'est important, très important. Et puis, alors, en ce qui concerne le e-commerce, la croissance du marché est bien supérieure à celle du marché global, hein, puisqu'on parle de ces 27%. Et aujourd'hui, c'est 14% du marché. Donc, c'est pas très loin. Ce que j'entendais aussi ce matin, c'est que dans le secteur, je dirais, de la mode vestimentaire, on parlait de 15%. Mais disons qu'on n'est pas loin derrière. Hein, au niveau du secteur cosmétique, c'est 14%. Il y a un basculement du chiffre d'affaires retail vers le e-commerce? Oui, clairement. Alors, basculement, peut-être pas. En tout cas, je dirais, la part de la croissance, on la trouve beaucoup dans le e-com. Voilà. Et puis, je crois que j'ai une dernière slide. Ah, pardon. J'en avais une, mais j'ai... Encore avant. Encore un. Oh, mince. Voilà. Alors là, pour terminer, je dirais, on travaille sur un certain nombre de segments et on a un certain nombre de marques. Donc là, elles sont distribuées un peu par grands circuits de distribution, je dirais, historiques. Donc en haut, ce sont les marques qui concernent je dirais, la grande distribution. Donc on retrouve des marques comme L'Oréal, Garnier, et puis des marques américaines comme Maybelline, etc. On a des marques qui sont dans le secteur sélectif. En particulier, bon, là, je ne vais pas les citer toutes, mais vous pouvez voir, il y a du Lancôme, Yves Saint Laurent, etc. Il y a la distribution dans le domaine professionnel, donc c'est cette division dont j'avais la charge au niveau Supply Chain Monde. Donc les marques, c'est L'Oréal Professionnel, Kérastase, Matrix, Redken, donc aussi beaucoup de marques françaises, des marques américaines. Et pour terminer, tout ce qu'on trouve dans ce qu'on appelle la cosmétique active, donc basiquement c'est dans les pharmacies, donc Vichy, La Roche-Posay, etc. Donc un beau portefeuille de marques chez L'Oréal qui nous donne une position très solide année après année. Et du coup, quel que soit le niveau de gamme des produits ou le canal de distribution, la data elle est gérée de la même façon? Alors, pour nos applications internes, je dirais, on a des solutions globales. Par exemple, on parlait de PIM ce matin, donc on a un PIM qui est commun, quelles que soient, je dirais, les marques. Donc ça, c'est pour le côté interne. Maintenant, je dirais, les relations avec je dirais, la distribution, on peut constater que donc on utilise beaucoup le standard GS1. Chez L'Oréal, le standard GS1, c'est un must. Et c'est un must qui nous convient à merveille, puisqu'on s'appuie sur le standard global GS1 pour créer des solutions globales. Donc, évidemment, dès lors qu'on utilise le standard GS1, on est dans un endroit où il y a déjà eu des discussions entre des distributeurs et des marques. Et donc, on bénéficie de ces discussions pour organiser nos relations. Donc, on utilise beaucoup le standard GS1. Maintenant, je dirais, selon les secteurs, l'utilisation du standard GS1 est plus ou moins avancée. On peut dire que dans les produits de grande consommation, le standard est très avancé. On fait de la GDSN quasiment systématiquement. Dans le sélectif, c'est plutôt, par exemple, la GDSN, c'est plutôt naissant. Donc, je dirais, on utilise les mêmes standards, mais pas avec le même niveau de maturité, selon les endroits. Ouais, pour répondre à ta question. C'est logique. Merci, Dominique. On va passer la parole à... Vas-y, tu as ton micro. À Vincent, avant de rentrer dans le dur du sujet. Donc oui, l'idée est de vous présenter un petit peu rapidement Octopia, parce qu'Octopia, c'est assez récent. La société a été montée en avril. Et en fait, c'est une filiale de Cdiscount.
Et le constat, c'est de se dire, en fait, on est en train de monter une économie de plateforme. Si on regarde en fait ce que c'est quand on parle d'économie de plateforme, on se rend compte que dans l'ensemble des domaines, il y a un acteur leader qui a vraiment révolutionné et qui permet vraiment d'être une plateforme. Et la plateforme, c'est pas uniquement de la tech, c'est également tout ce qu'on doit faire autour. En fait, on a 4 éléments qui sont importants sur cette plateforme, donc, pour pouvoir vraiment être une marketplace. C'est de pouvoir, premièrement, avoir les produits n'importe où, n'importe quand. De pouvoir avoir un maximum de produits. Et c'est là-dessus en fait où je pourrais revenir un peu plus tard, parce que c'est vraiment la partie produit qui va nous intéresser. De pouvoir avoir toute une chaîne logistique complète et sans friction. Et également avoir toute la connaissance métier qui permet réellement de faire vivre l'ensemble des assets qu'on peut mettre à disposition. Quand on a fait ça, ça permet en fait de débloquer des éléments pour être vraiment une marketplace leader. De pouvoir avoir davantage d'engagement des consommateurs. Forcément, les revenus, on peut les générer parce qu'on a tous les outils pour pouvoir aller chercher davantage de revenus. On maîtrise mieux les coûts parce que ce sont des modèles qui sont déjà éprouvés. Et au global, ça fait qu'il y a une proposition de valeur qui est quand même beaucoup plus large. Et donc, la manière d'y répondre pour Octopia, c'est bien d'avoir sur les 4 éléments que j'ai présentés juste avant, en fait, on a à chaque fois une solution. La première, quand on est sur avoir tous les produits partout, en fait, c'est vraiment d'avoir la technologie qui permet d'avoir de répondre à tous les besoins sur l'alimentation des produits, sur les offres, sur le suivi des commandes, sur le tracking, sur les interactions avec les consommateurs. Le deuxième élément sur le choix des produits, en fait, c'est d'avoir la base des vendeurs. On a 15 000 vendeurs sur la marketplace. Et également toute la partie produit, on a 100 millions de produits. Et donc c'est vraiment comment on arrive à gérer tout ça et le mettre à disposition de ceux qui se lancent sur la marketplace avec Octopia. Sur le troisième élément qui est tout le delivery qui est vraiment sans accroc, on a une logistique qui est éprouvée depuis 20 ans et qu'on améliore à chaque fois et qui permet vraiment de ne pas partir de zéro sur cette partie-là. Et enfin, ce que je disais sur vraiment le parcours consommateur, c'est de ne pas uniquement avoir la technologie, mais avoir vraiment tous les process métiers pour pouvoir gérer ça. Comment je gère la qualité de mes vendeurs, comment je gère le suivi et le tracking de mes colis, quand est-ce que je considère que c'est bien ou pas bien. Voilà, c'est vraiment tout ça en fait qu'on va mettre à disposition. Et alors, vous avez fait une annonce au 1er février l'an dernier. C'était en rapport avec votre nouvelle solution Octopia, justement ? Alors, c'était pas forcément lié à ça, mais en fait, on s'est rendu compte effectivement qu'on avait besoin de renforcer la qualité de notre base produit. Et pour ça, c'est encore plus important quand on est en fait, la base de données produits que l'on a chez Octopia, c'est celle qui va être mise à disposition de l'ensemble des canaux de vente qui vont prendre la solution Octopia. Et donc, pour pouvoir proposer ça, il faut qu'on ait forcément une base de produits de qualité. Et pour le faire, on a effectivement décidé d'imposer à nos vendeurs de rendre l'EAN, le GTIN, obligatoire lors de la création des produits. C'est des choses qu'on ne faisait pas forcément avant partout. On l'avait sur une bonne partie, mais pas forcément partout. Parce qu'on était dans notre écosystème et on pouvait en fait se débrouiller avec ça. Là, on s'est dit, à partir du moment où on l'ouvre à d'autres, c'est important qu'il y ait cette référence commune qui permette de se comparer et de savoir quel est le niveau de qualité qu'on peut avoir sur chacun des produits. Et d'ailleurs, après, il y en a d'autres travaux que l'on mène pour essayer justement quand on dit d'avoir cette référence commune, déjà, ça permet de parler un langage commun, donc ça, c'est déjà très bien. Mais ça permet aussi de récupérer d'autres informations et de pouvoir interroger GS1 pour se dire, ce produit-là, on me le soumet, d'où il vient, est-ce que vraiment ce GTIN existe,
qu'il a soumis pour pouvoir justement essayer de rapprocher et nous compléter notre niveau de connaissance des produits. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter forcément le produit, ça veut dire qu'on va être capable de connaître un peu mieux et donner un niveau de fiabilité grâce à ça. Voilà, et donc juste la dernière partie, c'est de se dire tout ça, tout ce que j'ai présenté sur ces 4 piliers, il y a de la technologie partout. Même si on se dit par exemple sur la dernière partie qui est les savoir-faire, sur la qualité des vendeurs, en fait toute l'identification et la mise en place de scores de qualité des vendeurs, tout ça est calculé, tout ça, on a de la data qui est derrière, on a des data scientists qui bossent dessus pour pouvoir vraiment être capable d'avoir des éléments les plus tangibles et qu'on puisse expliquer aux vendeurs et qu'on peut vraiment monitorer. Donc c'est important on se base vraiment sur de la tech avant tout pour le faire. Merci. Alors la slide suivante. Alors quand j'ai préparé cette table ronde avec vous deux, je vous ai tous les deux posé la question suivante. La qualité de la data, une priorité chez vous, pourquoi? Et donc Dominique, tu m'as dit mets les slides GS1 parce qu'elles sont claires et je vais pouvoir les expliquer. Donc pourquoi c'est un enjeu et en quoi justement les standards vous permettent chez L'Oréal d'avoir cette fiabilité au niveau de la data, de la donnée produit. Ok, donc c'est bien là, vous m'entendez toujours? Ok, parfait. Donc la qualité des enjeux, qualité, produit. Alors il n'y a pas que produit, parce qu'on peut parler de produits, mais on a aussi d'autres, il y a d'autres objets qu'on cherche à mettre en qualité. Il y en a un certain nombre d'autres. Un autre qui est important aussi pour nous, c'est, je dirais, ce sont les entités, c'est le réseau. On est dans des réseaux complexes. Et c'est important aussi de pouvoir identifier un réseau de façon fiable, juste. Donc, il n'y a pas que le produit. Mais là, aujourd'hui, on va parler de produit. D'ailleurs, je dirais sur le réseau, GS1 est aussi, je dirais, fournit aussi des standards. C'est sur les GLN. Il y a un certain nombre de choses. Il y a très récemment un nouveau guide qui est paru chez GS1 sur la façon de mettre en place un réseau des entités. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est disponible. Je fais aussi la promotion de GS1. Donc, oui, voilà. Ça me rapporte rien, mais je fais la promotion de GS1. Donc n'hésitez pas pour ceux qui s'intéressent au sujet. Donc il y a d'autres objets aussi qu'on cherche à mettre en qualité. Alors la mise en qualité du produit. Alors on a des enjeux qualité qui sont donc évidentes vis-à-vis du consommateur, via, je dirais, et ça c'est très important. On veut être certain que les consommateurs aient la bonne information pour acheter nos produits du mieux possible. Et la juste information, c'est important que les marques soient à l'origine, je dirais, de l'information qui va transiter jusqu'au consommateur pour être certaine de la qualité de cette information. Qui mieux qu'une marque connaît je dirais, une liste d'ingrédients, qui mieux qu'une marque connaît, je dirais, des sites de production pour un produit donné. Donc ça, c'est important. Donc c'est pour le consommateur. On a aussi de plus en plus d'enjeux qualité vers d'autres entités consommatrices, alors très clairement vis-à-vis des distributeurs, parce que là on parle des GTIN, de l'unité consommateur, mais les distributeurs, je dirais, certains opèrent, font des opérations, manipulent des produits. Donc on fait des GTIN sur les unités consommateurs, mais pas que, aussi sur les unités logistiques. Il y a plein d'informations à donner, je dirais, par exemple dans le domaine de la sécurité. On peut avoir quelques produits qui quelquefois sont touchy, donc c'est important de pouvoir aussi sur les GTIN des unités logistiques donner des informations. Donc très clairement, il y a aussi donc, des enjeux qualité pour les spécifiques aux distributeurs. Pas que. On publie aussi de plus en plus des informations vis-à-vis des instances réglementaires. C'est important d'être hyper fiable. Donc là, c'est aussi un enjeu très important pour nous. On a des réglementations, je dirais, différentes selon les endroits du monde. Par exemple, en Chine, il faut enregistrer les produits. Donc on est obligé de donner beaucoup de data produits en avance de phase pour pouvoir enregistrer les produits. En Europe, sur les produits cosmétiques, ce n'est pas le même modèle. C'est un modèle de notification. Donc là, on vend des produits et il faut, dès le premier instant de la vente, on doit assurer d'avoir sur un portail européen l'ensemble des informations relatives aux produits pour des raisons, si toutefois il y a une mauvaise utilisation ou autre. Donc on doit publier aussi de l'information sur des instances réglementaires. Donc ça, c'est important. Puis l'enjeu qualité produit, elle est aussi en interne. On s'est rendu compte qu'on avait, alors bon, L'Oréal, c'est quand même une relativement grosse boutique, on a des packaging, des usines, des centrales de distribution, etc. etc. Donc différents partenaires.
il est très important de garantir la bonne qualité de l'information produit sur tous ses partenaires. On a eu plein, il fait encore quelques années, où on mettait en place des applications qui scratchaient, qui fonctionnaient mal parce que la qualité de données à la base était tout à fait discutable. Donc, beaucoup de consommateurs à données, d'où l'intérêt d'avoir vraiment une qualité des informations produits vraiment sous contrôle. Donc, c'est vraiment le maître mot chez nous. Comment vous êtes organisé? C'est un service dans un pays qui crée l'information produit? Comment ça fonctionne? Donc on s'est, à la base, on avait des équipes qui étaient très opérationnelles sur la codification produit, sur, la création du data model autour du produit. Et on a récemment, il y a quelques années, mis en place un système de gouvernance. Puisque il y avait des sujets qu'on ne pouvait pas traiter très facilement. Par exemple, si on avait une nouvelle exigence réglementaire avec une nouvelle information à publier pour des raisons réglementaires ou des informations, par exemple, RSE, on en parlait là ce matin, il était important de mettre tout le monde autour de la table et faire en sorte que chacun ait le bon niveau d'information et faire en sorte que chacun contribue correctement et publie l'information à qui de droit. Et donc, on a créé cette instance de gouvernance qui met en œuvre, qui peut suivre des évolutions de data model, qui peut aussi adresser des pain points en termes de qualité, parce qu'on a beau avoir des systèmes, des personnes, etc., on s'est rendu compte qu'on avait encore des difficultés sur des attributs même basiques. Je cite le poids, je cite la description. Donc on pouvait avoir des soucis qualité. Donc il était important que cette organisation puisse globalement adresser ces pain points. Donc c'est l'objet des équipes de gouvernance centrale. Et toutes les entités L'Oréal peuvent en bénéficier. Donc de façon simplifiée, deux grands types d'organisation. Une organisation de gouvernance et une organisation de data management qui opérationnalise, tous les standards internes L'Oréal sur la donnée produit. D'accord. Donc tu voulais dire un mot sur Verify by GS1 et le Global Data Model? Peut-être pas maintenant. Pas maintenant. Par step. Par step, comme tu veux. Voilà, peut-être un petit mot sur le GTIN, même si on en a parlé quand même beaucoup ce matin. Oui. Un petit mot sur le GTIN. Donc le GTIN, c'est un must. Alors c'est vraiment important, c'est un must et c'est vraiment important que tous utilisions l'identification unique qu'est le GTIN. Alors le GTIN c'est bien, mais un GTIN de qualité c'est mieux. Avoir un GTIN de qualité, c'est être en accord avec les 10 règles. Alors je vais faire encore de la promotion pour le standard GS1, mais bon, voilà. Donc c'est être déjà raccord avec les 10 règles GS1 d'allocation des GTIN. Donc ça c'est très important, car ce n'est pas encore toujours le cas. Alors maintenant, il y a une petite faiblesse, donc je ne dis pas que du bien du standard GS1, donc j'y vais. Donc il y a aussi, le standard GS1 alors s'adapte en fonction des besoins business. Le standard GS1 sur les GTIN était très construit dans la logique des brick and mortar, donc ça fonctionne très bien dans ce cadre-là. Il fonctionne un peu moins bien dans le cadre du e-commerce. Il fonctionne un peu moins, carrément pas du tout dans le cas, du sujet qui avait été abordé ce matin sur les produits d'occasion, les produits refaits. Donc très clairement, le standard GS1 sur l'allocation des GTIN est en cours de révision. Ça se met en place, mais il y a vraiment des demandes très fortes. Et donc afin de le compléter. Alors il sera complété parce que je suis quasiment certain que les 10 règles de base vont rester valables. Donc si vous n'êtes pas encore tout à fait dans les 10 règles de base, n'hésitez pas. Ce ne sera pas ajouté ensuite, ce sera complété par des travaux qui démarrent sur la question du e-com et certaines questions, et en particulier sur tous les produits d'occasion. Tout à fait, oui. Alors le standard GS1 est évolutif, il est créé par ses membres, marques et distributeurs. Donc c'est vrai qu'on répond aux besoins métiers. Donc évidemment, ce sont des sujets qui n'étaient pas adressés actuellement et c'était un standard très pour le brick and mortar, comme tu dis. Mais avec l'arrivée du e-commerce, justement, ça pousse et il y a des données de plus en plus fines qui sont demandées sur l'information produit. Et Vincent, toi, tu vois ça tous les jours. Donc, quelle est la problématique autour de la qualité de la donnée que tu dois gérer au quotidien, finalement?
En fait, nous, ce qui est important, c'est qu'on a deux clients. On a le client final qui a besoin d'avoir un maximum de données. Et puis de l'autre côté, on a notamment les vendeurs marketplace et les fournisseurs qui nous donnent ces données-là, mais pour lesquels on veut que l'expérience soit la plus facile possible. Donc en fait, il y a un peu un paradigme de dire comment je peux simplifier les choses pour mes clients pros et comment je peux avoir l'exhaustivité des données pour mes clients finaux. Et c'est là-dessus aussi que nous, on travaille beaucoup pour avoir déjà une structure de données qui soit la plus adaptée à chaque catégorie. On a 8000 catégories, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable on ne peut pas avoir un seul modèle pour ces catégories-là. Et voilà, qu'est-ce qu'on veut rendre obligatoire là-dedans, qu'est-ce qui est attendu par le client final et qu'est-ce qui est assez facile également pour les vendeurs et pour les fournisseurs à remplir. L'exemple qu'on prend pas mal en ce moment, c'est qu'on est en train de fortement solliciter nos vendeurs pour qu'ils nous aident à remplir les filtres de recherche, pour que dans le moteur de recherche, quand vous tapez canapé, par exemple, que vous puissiez avoir le nombre de places tout de suite dans un champ structuré. Et à ce moment-là, pour pouvoir cliquer sur « je veux juste un canapé de 2 places » et n'avoir que les canapés de 2 places. Et c'est ça, en fait, tout notre enjeu, c'est de passer potentiellement de données non structurées à de la donnée structurée. Donc on a aussi des outils qui nous permettent de faire ça en interne, qui permettent de parser tout ce qu'on peut voir dans nos fiches produits et pour pouvoir les mettre au bon endroit. Mais voilà, c'est important. Nous, on a un vrai besoin d'aller sur de l'exhaustivité. Et voilà. Et le fait d'aller, notamment là, nous, ce qui va nous intéresser si on se rapproche de ce qu'on fait avec GS1, c'est de se dire, déjà, on peut avoir des doublons de produits. Et en fait, ce n'est pas forcément intéressant pour le client final d'avoir exactement le même produit plusieurs fois. Donc, comment on peut, et on sait que les vendeurs peuvent avoir des stratégies pour essayer d'être seuls sur des fiches produits. Voilà. Donc, on essaye de faire ça intelligemment avec eux. Mais donc, parfois, on a besoin quand même de mettre des règles avec eux et de vérifier que justement, ce n'est pas des données, ce n'est pas des produits qu'on a déjà à côté, pour éviter la création et lui dire en fait positionne-toi sur ce produit-là parce qu'en fait c'est exactement le même. Et donc là c'est ça qu'on va chercher à faire, c'est de pouvoir interroger les bases pour dire est-ce que ça je le connais déjà, est-ce que c'est fiable et est-ce que finalement c'est pas quelque chose que moi j'ai déjà quelque part d'une manière assez similaire pour que ce soit un doublon. Oui. Alors moi ce que j'entends c'est qu'en effet le e-commerce a besoin de beaucoup plus d'attributs. Alors j'invite tous les personnes qui travaillent dans les services e-commerce de rejoindre nos groupes de travail parce que c'est vrai que historiquement, ce sont des personnes du monde physique et donc le canapé dont tu parlais, tu vas en magasin l'essayer, tu vois bien si c'est un 2 places ou un 3 places où le vendeur est là pour t'aiguiller. En e-commerce, vous sélectionnez par des filtres et si vous apparaissez pas dans les filtres, votre produit il n'est pas poussé au consommateur. Donc c'est vrai que c'est tout un set d'attributs comme ça qui est de plus en plus, on parle de variantes produits, taille, couleur, etc. qui n'existent pas dans le monde du retail parce que le consommateur le prend dans les rayons. Donc c'est vrai que ça c'est un premier point. Donc encore une fois, venez nous rejoindre pour que il y ait des réflexes et vos besoins qui soient remontés et pris en compte surtout. Et puis sur les marketplaces, il y a plusieurs vendeurs qui vendent le même produit. Donc comment vous faites pour rattacher des fiches produits et qu'est-ce qui se passe? Parce que moi j'ai discuté récemment avec un responsable marketplace qui m'a dit qu'un client avait commandé un canapé, justement il a reçu une brosse à dents électrique. Donc c'est marrant comme ça l'anecdote, mais voilà, ça engendre des coûts pour la marketplace, des mauvaises évaluations, enfin tu connais ça très bien. Oui, alors ça c'est effectivement d'être sûr que ce soit le bon produit au bon endroit, c'est quand même très important. Après sur le sujet de comment je peux avoir plusieurs vendeurs sur un même produit, justement alors l'essentiel des marketplaces sont des marketplaces où en fait on peut avoir plusieurs offres sur un même produit. Et après il y a tout un mécanisme qui va calculer quelle est la meilleure offre à afficher en premier. Vous avez toujours un bouton d'achat qui va être en haut de la page et voilà, il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir ce bouton d'achat à un instant T, mais ensuite il y a toutes les autres offres associées à ce produit, d'où l'importance de pouvoir identifier si le produit existe déjà en base et de dire en fait j'ai tout intérêt, moi pour mon consommateur final, à être sûr que tout le monde soit bien sur ce même produit là. Et c'est là où on rentre, je veux juste réagir aussi sur la partie occasion parce qu'en fait c'est un super sujet. Parce qu'on se rend compte que justement,
Aujourd'hui, les gétines sont faits effectivement pour un seul et même produit. Mais dès qu'on parle de reconditionner alors reconditionner, ça peut encore marcher, mais en fait sur l'occasion, on peut avoir des images qui sont différentes. Comment gérer le fait d'avoir des images différentes sur un produit qui est normalement le même? Et donc si on commence à avoir une clé d'unicité sur le gétine qui est valable au produit et avec des variantes d'images, comment gérer ça? On a des solutions pour le faire. Mais voilà, je pense que c'est des sujets qui sont intéressants de regarder comment l'étendre plus largement. Et côté marque, Dominique Alors là, j'en profite pour passer la deuxième slide qui est Verified by JS1. En fait, donc, JS1 a créé un nouveau standard qui est très intéressant pour garantir l'authenticité d'un produit. Pour savoir quand on reçoit un produit, on regarde le gétine, et pour savoir s'il s'agit d'un canapé ou d'un shampoing, par exemple. Donc d'utiliser cette base de données. Alors, tu as peut-être la slide Verified by JS1, s'il te plaît. C'est celle-ci? Non, c'était celle d'avant. Bon, elle est assez complète. L'idée, c'est pas de la regarder, je dirais, de façon... En fait, donc, ce standard vise à construire un registre global, international, puisque, bien sûr, on est amené en tant que distributeur à vendre des... Moi, je regardais chez toi, donc il y a des produits de L'Oréal qui viennent un petit peu du monde entier, voilà, puisqu'on a des marques, d'ailleurs, qui sont conçues dans différents endroits du monde. Donc c'est important qu'il soit global, et ce registre global, c'est un référentiel, un registre qui regroupe l'ensemble des cartes d'identité produits des marques du monde entier. Donc c'est en train de se mettre en place. Alors comme souvent, je dirais, quand il y a un nouveau standard GS1, ceux qui s'y engouffrent le premier, ce sont, je dirais, les distributeurs et les marques un petit peu d'origine. Donc on retrouve quand même beaucoup, je dirais, la grande distribution. On trouve beaucoup, je dirais, à date, je dirais, les marques du food, déjà basiquement, et aussi quelques marques comme les marques de beauté, etc. Mais en fait, ça démarre très souvent par le food. Et l'idée de ce registre global est d'avoir les cartes d'identité des produits qui donnent, je dirais, qui donnent sur un produit quelques attributs simples. Donc, vous avez le gétine du produit. Vous avez un URL avec la photo du produit. Vous avez la description normalement unique du produit. Vous avez donc le Global Product Category. Donc c'est un petit peu la hiérarchie. C'est par exemple, disons, un shampoing sec fait partie de la gamme des shampoings, qui fait partie des produits de nettoyage cheveux. Je ne suis même pas sûr que ce soit la dénomination précise, mais c'est ça l'idée. Ça catégorise les produits, oui. La fameuse GPC, qui demande d'ailleurs, il y a eu des questions ce matin qui étaient vraiment intéressantes sur le sujet. Cette GPC à la base, et d'ailleurs tu as essayé d'y répondre, Isabelle, et tu y as répondu, et en fait la GPC à la base, elle a été faite pour la grande distribution. Alors c'est clair que le regard précis de la grande distribution, j'imagine, sur l'habillement, n'est pas aussi fort que chez les spécialistes d'habillement. Donc très clairement, je pense qu'au fur et à mesure où de plus en plus de domaines rejoignent le standard GS1, très probablement la GPC peut se préciser, se nourrir. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Voilà. Donc on a la GPC là-dedans, on a le net content, donc le contenu net, ça donne les prix au kilo, enfin tous les machins complètement obligatoires. Puis après c'est une notion plus, c'est le marché cible, voilà. Donc en fait, comme vous voyez, c'est un modèle de données hyper simple, mais avec ça on peut garantir l'authenticité du produit. Donc j'imagine que pour une marketplace, ça peut être un outil assez très intéressant pour pouvoir, faire un check et de se dire « Ah, ça, c'est pas un canapé, c'est un shampoing. » Et en effet, je vois bien que c'est un shampoing L'Oréal et fait par L'Oréal et ça correspond au produit que j'ai entre les mains. Oui. Quand on dit garantir l'authenticité du produit, on garantit que ce gétine-là, c'est ce produit-là. Exactement. Voilà, c'est comme quand on passe, quand on passe à la douane, il y a la carte d'identité, il y a la personne et on fait le lien. En fait, il y a même plusieurs... moi, tel que je le vois, c'est qu'on peut avoir plusieurs niveaux. Si on arrive à savoir exactement ce qu'est le produit, c'est effectivement très bien. Mais déjà, au moins, de pouvoir comparer avec la marque, par exemple, qui peut être soumise par le vendeur.
c'est des éléments comme ça qui nous permettent de dire, OK, le vendeur est en train de me remonter des informations. Et en fait, je suis assez confiant sur ce qu'il est en train de me remonter parce que j'ai fait quelques vérifications qui me montrent que là-dessus, il est cohérent avec ce qui existe au global. Voilà, et on sait que voilà, il y a la qualité des vendeurs peut être assez disparate et donc on a besoin justement de pallier un peu à ça grâce à ces éléments-là. Alors aujourd'hui, donc ce registre, cette base de données mondiale des produits qu'on nous réclame tout le temps, c'est à peu près à chaque fois qu'on me demande « Ah, mais vous avez la base de données mondiale des produits ?» Bientôt. Donc on en est à 100 millions de produits dans le monde à peu près, essentiellement produits grande consommation food. On invite toutes les filières, nos adhérents, à nous envoyer évidemment leurs données produits. C'est 7 attributs qui définissent votre produit, comme le disait Dominique, cette carte d'identité, sans la contenance, si ça n'a pas de sens. Et chez nous, c'est via Code Online que vous pouvez nous transmettre et importer cette data pour que ensuite des utilisateurs ce matin comme Clear Fashion dans le monde de la mode puissent la récupérer ou Octopia et Cdiscount pour pouvoir du coup là vous êtes en train de faire des tests justement avec nous à ce sujet-là pour nettoyer un petit peu votre référentiel produit, pour enlever les doublons et pour savoir quel est le bon jet-in par rapport au produit, c'est ça ? Oui, exactement. Après, ça ne veut pas dire qu'on va forcément rejeter en fait tout ce qui est dans notre base. Ça nous permet de mettre ce que je disais un peu au début, un score de qualité, de se dire là, je considère que tout est cohérent. Donc, si je ne veux filtrer que sur mes excellents produits dans le référentiel, je peux filtrer dessus. Et si d'autres canaux de vente sont prêts à recevoir les 100 millions de produits qu'on a, sachant qu'on a quand même des niveaux de qualité qui peuvent être un peu différents, notamment sur les remplissages, et je peux aussi envoyer les 100 millions de produits. On sait que c'est ça ce qu'il faut retenir aussi de la marketplace. L'intérêt de la marketplace, c'est d'aller toucher la long tail. Et donc sur des choses qui ne sont pas forcément bien connues, ça peut être sur de l'artisanat, c'est finalement assez large. Et l'intérêt, c'est que des petits vendeurs puissent très simplement également vendre des produits qu'ils n'auraient jamais vendus autrement. Et ces produits-là peuvent être vendus une fois de temps en temps parce que peut-être que dans la description, on a déjà suffisamment de données pour bien comprendre ce qu'est ce produit. Et c'est pas forcément nécessaire d'aller plus dans le détail parce qu'on n'est pas sur un produit d'une grande marque où on a vraiment besoin de se rassurer avec toutes les caractéristiques ou sur des produits techniques où on a besoin d'aller sur quelque chose d'encore plus précis. Voilà, donc il y a vraiment cette distinction-là aussi. Donc il faut pouvoir accepter beaucoup de volume, mais en même temps pouvoir être capable de donner un niveau de qualité, un score pour dire voilà, j'accepte ou j'accepte pas. Et effectivement, peut-être dans certains cas, se dire là, je considère que c'est tellement différent de ce que je peux voir comme indice à côté, que je considère que ce n'est pas un bon produit et donc je peux supprimer ce produit et d'ailleurs notifier le vendeur en lui disant que ce n'est pas quelque chose que j'attends. Et voilà, s'il veut le refaire, il faut qu'on le fasse avec lui. On peut l'accompagner également pour faire les créations et les modifications de produits. C'est vrai que la difficulté que vous avez, Marketplace, c'est que ce n'est pas vous qui créez la data. D'un point de vue de marque, ça serait bien que la data, finalement, il y aurait un référentiel pour que ça soit à l'image de marque de vos produits, qu'il n'y ait pas de déception au niveau consommateur, surtout si c'est son premier acte d'achat de L'Oréal. Et le Jet-in, il vous sert à quoi d'autre chez Cdiscount En fait, c'est surtout pour être une clé d'identification unique. Et après, ça peut servir sur la partie vraiment produit, mais ça va servir pour pouvoir positionner des offres, ça va servir pour pouvoir envoyer les données en logistique. En fait, à chaque fois qu'on a besoin de l'identifier, ça permet d'être sûr d'avoir quelque chose qui est commun. Et quand on n'a pas cette donnée-là, on peut le faire également avec une référence interne Cdiscount. On peut le faire aussi, après voilà, on a une gradation. On peut le faire aussi avec une référence vendeur. Le vendeur nous dit, moi, chez moi, il s'appelle comme ça. Et voilà, c'est des choses aussi sur lesquelles on peut le retrouver. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de se dire, je reste sur une seule chose qui est commune avec tous les endroits déjà chez moi, chez Octopia, mais également ça me permet d'aller chercher des données dans d'autres sources de données. Voilà, on travaille avec des personnes comme IceCat, comme CNET, où on peut aller enrichir nos fiches produits, et pour ça on a besoin aussi de clés d'identification. Donc c'est important qu'on puisse le faire, parce que sinon, si on n'a pas cette donnée très pragmatique, si on reste sur du titre, juste des mots, de la sémantique,
il y a un risque d'erreur qui est beaucoup plus important. Donc là, au moins, ça permet de garantir d'aller sur cette donnée-là. Oui, c'est ça, c'est un bon point. C'est que nous, GS1, le GTID, ça permet d'identifier le socle commun basique, l'information basique de votre produit. Puis ensuite, vous allez pouvoir l'enrichir. Nous, on n'a pas du tout enjeu de concurrencer ces offreurs de solutions d'enrichissement de données. Mais il faut qu'il y ait une clé pivot, une référence pivot qui permet d'agréger et d'enrichir ces données. Est-ce que vous avez des KPI sur le fait que si la donnée n'est pas complète ou enrichie, vous faites moins de ventes ou je ne sais pas? Alors ça, c'est des choses qui sont compliquées à totalement estimer parce que on sait, oui, bien évidemment, que plus la donnée est enrichie, plus les produits sont enrichis, mieux on les vend, ou en tout cas, ça génère moins de questions, ça génère moins de retours. Ça, c'est sûr. Après, de manière très précise, de dire combien on arrive à faire en plus, ça c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'effets. En fait, sur la marketplace, ou globalement sur un site e-commerce, il y a tellement d'effets liés aux produits, liés au prix, liés aux promotions, liés à la concurrence, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont là en même temps. Mais c'est sûr qu'on sait que ça nous permet quand même d'aller vers une meilleure expérience utilisateur. Ouais. Chez Cdiscount, vous êtes lié à d'autres marketplaces étrangères, hein, c'est ça? Et du coup, vous partagez votre référentiel. Comment ça fonctionne? Alors non, on ne partage pas le référentiel. Alors il y a plusieurs choses qui existent chez Cdiscount ou Octopia. Effectivement, il y a des rapprochements, enfin il y a une alliance qui s'appelle l'IMN avec d'autres marketplaces. Là, c'est plutôt sur du partage de vendeurs pour pouvoir faciliter l'onboarding des vendeurs. On est plutôt sur cette dimension-là. En fait, après, justement, l'idée d'Octopia, c'est de pouvoir permettre potentiellement à des marketplaces, des sites qui sont déjà des marketplaces, de pouvoir venir en fait enrichir leur catalogue produit, au départ leur catalogue vendeur, et donc leur catalogue produit grâce à Octopia. Parce que nous, on va garantir la qualité de ces vendeurs-là et on va mettre en place tous les flux qui permettent d'aller alimenter leur marketplace avec ces nouveaux produits. Donc pour eux, ça fait de l'extension de gamme, ça fait de l'extension de vendeurs pour pouvoir justement avoir, ce que je disais juste avant, la marketplace, l'intérêt c'est d'avoir beaucoup de volume. Donc ça leur permet d'aller chercher ce volume-là. D'accord. Et en termes de la proportion nombre de vendeurs français, c'est des données publiques chez Cdiscount ou pas? Alors je sais pas si je peux communiquer dessus, mais effectivement en fait on a quand même généralement c'est réparti entre des vendeurs français, des vendeurs asiatiques, on a beaucoup de vendeurs asiatiques qui fait une vraie force pour Octopia et après c'est le reste du monde pour la troisième partie. D'accord. Et justement ces vendeurs asiatiques avec la TVA e-commerce qui est tombée au mois de juillet, il y a des sujets fiscaux chez Octopia ou chez Cdiscount? Alors ça, c'est des choses que je maîtrise moins, donc je ne vais pas forcément pouvoir non plus répondre totalement, ou en tout cas pas pouvoir répondre correctement. Mais effectivement, il y a eu ce sujet de la TVA prélevée par Octopia, qui a priori n'a pas fait beaucoup de... tout s'est bien passé, y compris pour ces vendeurs-là. On pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un vrai changement pour les vendeurs qui, à ce moment-là, pouvaient... utiliser le système pour peut-être avoir des prix plus intéressants. Mais voilà, en tout cas, voilà, globalement, l'écosystème Octopia Cdiscount n'a pas souffert de cette partie-là. D'accord. Bon, on poursuivra avec la prochaine table ronde sur ces sujets réglementaires et fiscaux. Côté marque, toi, vous vendez en direct sur les marketplaces aussi? Oui, mais je pense que je vais peut-être venir maintenant sur le sujet, le troisième sujet. D'accord. En fait, tout à l'heure, tu m'as interrogé sur comment une marque s'organise dans le domaine pour assurer la qualité des données. Hein. Donc, j'ai parlé de l'organisation de gouvernance et puis des organisations opérationnelles de la data. Donc ça, c'est un aspect. Donc, il y a un deuxième aspect qui est les outils. Hein. C'est pas l'objet, mais aujourd'hui, on a des capacités techniques qui sont hyper intéressantes pour faire des choses de plus en plus intéressantes dans le domaine de la data. Hein. Alors, on parlait des PIM, il y a des PLM. On a mis en œuvre des solutions de big data où on rassemble les données, sur des lacs de données venant d'horizons différents
Et à partir de ça, on peut faire des BI super intéressantes, on peut faire de la syndication, publication à partir de ces lacs de données. Donc tout ça, ce sont des capabilités, outils, modernes qu'on peut utiliser. Évidemment, il y a GDSN dans certaines pratiques, avancées de publication en utilisant des data pools. Donc il y a plein de solutions techniques. Et pour terminer, ou peut-être pour démarrer, bon, le fait d'avoir des standards clairs et des process clairs, c'est un must. Hein. Donc on en a parlé, un standard qui est très important, c'est le GTIL, on en a parlé, et de son usage. Un autre standard dont on a parlé un peu ce matin, mais sur lesquels je voudrais revenir un instant, c'est les data models, hein, puisque très clairement, il faut identifier un produit clairement, mais il faut aussi après le décrire. Voilà. Alors je vais vous montrer une petite chose sur le data model. C'est un standard qui est en train de se mettre aussi en place chez GS1 et qui permettra d'ailleurs de répondre à une question qui avait eu lieu ce matin par un monsieur qui était par là, mais je pense qu'il a déménagé en cours de route, donc je ne l'ai pas retrouvé. Voilà, où j'ai pas les... Et donc porté assez bien réglé. Donc voilà, c'est le principe des nouveaux data models, construits par GS1 avec les marques et avec les distributeurs, et j'espère avec de plus en plus de partenaires, hein, puisqu'on a vu qu'on a des secteurs qui arrivent, des modes de distribution qui rejoignent cette communauté. Donc l'idée, c'est de dire, alors c'est le modèle de l'oignon, ça ressemble à un oignon, voilà, donc avec un peu d'imagination, ou un oignon un peu bizarre. Donc il y a une partie centrale de cet oignon, en fait, ce sont des données qui sont très banales, qui ne sont pas liées à un type de produit, pas liées à un type de marché, qu'on retrouve surtout. Alors, ça peut être la marque. La marque, c'est une marque. Hein. Voilà. Il y a une marque sur un canapé, il y a une marque sur un shampoing. OK, ça marche. Le poids, c'est un poids aussi. Hein. Il y a un poids de canapé, il y a un poids de shampoing. OK, donc ça, c'est la couche centrale. Ce sont des datas qui sont communes, quelles que soient les régions du monde, les secteurs d'activité. Voilà. La deuxième couche, qui est la couche rose, et ça permet de répondre aussi à certaines préoccupations et data model, c'est la partie sectorielle du data model. En gros, il y a une partie, c'est le food. Grosso modo, on sait qu'il y a à peu près 10 attributs qu'on retrouve de façon commune à tous les produits du food. Il y a le secteur, alors la beauté fait partie d'un secteur qui s'appelle, c'est pas très joli, hein, j'ai pas choisi le nom, le near food. Donc voilà, c'est à côté du food. Voilà. Et puis, il y a d'autres secteurs, il y a pet food, etc. Et ce data model ne demande qu'à s'enrichir de différents secteurs, dès lors qu'il y a des particularités à ces secteurs. Voilà. Donc la deuxième couche, c'est une couche sectorielle. Voilà. Donc les particularités produits sont prises en compte à ce niveau-là. La troisième couche, qui est la couche verte, c'est une couche régionale. Alors la couche régionale, en général, ça adresse les sujets de réglementation. La plupart des réglementations sont régionales. Au niveau de la cosméto, nos réglementations sont régionales. C'est différent au niveau des États-Unis, c'est différent au niveau de la Chine, etc., etc. Donc c'est quelque chose... Alors bon, là on est sur des pays, mais c'est des pays qui sont quasiment des régions. Mais je dirais, en tout cas, il y a l'approche européenne qui est une couche régionale, et on retrouve un certain nombre de choses qui sont souvent réglementaires, qui peuvent être un peu aussi environnement. Voilà, à ce niveau-là. Et puis la dernière couche, c'est la couche locale, qui n'est pas forcément... Alors c'est pas forcément à l'échelle. Donc la couche bleue peut être quelquefois plus importante que la seule surface de cette partie bleue. Donc c'est la couche locale avec des particularités locales, avec aussi des particularités de distribution locale. Donc voilà. Donc c'est la structure du Global Data Model. Et l'idée là, c'est, bon, faut arrêter, en gros, il faut arrêter les conneries. C'est une marque, tout le monde parle d'une marque de la même façon. Donc on va avoir une façon unique de parler de la marque. Le poids, pareil. Hein, faut pas faire de... Et donc, tout ce qui peut être commun est commun, et tout ce qui doit être particulier est particulier. Donc, c'est un global data model. Il n'est pas unique. Il est vraiment, je dirais, adapté à chacune des régions, chacun des secteurs d'activité. Mais au moins, ça permet d'optimiser les choses. Et ça facilite la vie. Et c'est un standard qui est fondamental. Hein, pour nous, L'Oréal, c'est un standard qui est fondamental parce que, par exemple, entre la France et l'Allemagne, dès lors qu'on parlait d'une description, la longueur du champ de description était différente. Donc si on l'utilisait complètement, c'était tronqué dans un pays. Donc c'est quand même un peu ballot, quoi. Et ça apporte aucune valeur, c'est juste des coûts. Donc c'est important de pouvoir uniformiser ce qui peut l'être. Hein. C'est comme peut-être les chargeurs de smartphone, ça peut peut-être s'uniformiser, c'est pas une grosse valeur. Donc autant le faire, et puis je dirais donner sa valeur, ses facteurs de différenciation sur le reste. Donc ça, c'est la logique du Global Data Model, et ça permet de répondre à certaines préoccupations et sectorielles et régionales qui se posaient ce matin. Voilà, c'est un standard important.
Et peut-être juste pour compléter, cette vision-là, en fait, elle est importante parce que, en tout cas, chez nous aussi, on a une manière de présenter les informations auprès des vendeurs, mais également des fournisseurs. Et en fait, on peut demander un niveau de complétude qui n'est pas forcément le même d'ailleurs parfois aux fournisseurs, on peut leur demander davantage d'informations pour pouvoir bien créer les produits et vendre nos produits, parce que c'est nous qui allons, c'est vraiment Cdiscount à ce moment-là qui va vendre le produit. Et donc, on a envie vraiment que ce produit-là soit parfait dès la création, parce qu'on en devient responsable. Après, l'autre manière de faire, c'est justement pour les vendeurs, de leur dire, peut-être comme ce que j'ai dit tout à l'heure, je veux te faciliter la vie, toi, pour vendre. Néanmoins, il y a des choses qui sont importantes. Et donc, en fonction des catégories, on va demander des informations qui peuvent être différentes, et certaines peuvent être obligatoires, d'autres peuvent être recommandées, et d'autres peuvent être optionnelles. Et ça permet vraiment d'aller vers un niveau de lisibilité de la donnée. On sait que c'est compliqué de demander à tout le monde de tout remplir. Mais néanmoins, c'est important et chaque marketplace peut avoir également un peu sa manière de faire pour pouvoir demander certaines informations qui deviennent capitales. Et après, ça peut jouer sur des spécialistes versus des généralistes. Voilà, la manière d'aborder les choses peuvent être différentes. Et nous, voilà, ce qu'on cherche, c'est de se dire on est un multispécialiste et donc on veut en fait à chaque fois sur nos 8000 catégories avoir des modèles qui vont être dédiés à ces catégories, et sur chacune, on va avoir des choses qui sont obligatoires et d'autres qui vont être à ce moment-là optionnelles, dans le sens où ça va faciliter le parcours de l'utilisateur final. Mais voilà, et petit à petit, on va avoir davantage de choses qui deviennent obligatoires, d'où l'importance de pouvoir avoir toute cette donnée normalisée et être capable de pouvoir l'envoyer et la mettre à disposition notamment des marketplaces. Alors, je vois que l'heure tourne, on a déjà dépassé de 5 minutes. Le temps passe vite en bonne compagnie. Est-ce que vous aviez un dernier message, avant peut-être une ou deux questions dans la salle, à nous faire part, à transmettre? Je dirais un petit peu, probablement en synthèse, je dirais utiliser le standard GS1 pour une marque comme L'Oréal, c'est une chance. Hein, ça nous facilite grandement la vie, ça fluidifie énormément les discussions qu'on peut avoir avec nos distributeurs. Donc vraiment, c'est une chance. Alors, il a été c'est un standard qui est évolutif, donc qui a démarré plutôt avec des gens du food dans la grande distribution. Aujourd'hui, il se complète. Je pense que c'est très important au niveau des marketplaces et d'autres secteurs d'activité de rejoindre, je dirais, la communauté. Parce qu'il est toujours mieux d'avoir les discussions ensemble. On se nourrit les uns des autres quand on crée des standards. Après, on a quelque chose de solide et on peut travailler à partir de ça. Donc surtout, enfin moi, vu de L'Oréal, vu qu'on est plutôt full player dans le domaine de la beauté, je dirais bon, que les autres secteurs viennent, c'est très bien. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est que les marketplaces puissent rejoindre de façon, je dirais, importante cette communauté pour qu'on puisse construire, je dirais, les standards de demain matin, parce qu'il faut aller vite, et ce serait parfait. Voilà. Merci. Et alors, je voudrais quand même préciser que ça ne s'adresse pas uniquement qu'aux grosses sociétés, aux grandes compagnies internationales, hein, puisque 95% de nos adhérents sont des TPE, PME. Donc voilà, c'est évidemment, vous êtes tous invités, quelle que soit votre taille, à venir participer aux échanges. Vincent, un dernier mot de la fin? Non, je pense que c'est aussi important de retenir que ces données, la qualité de la donnée, c'est des choses qui peuvent varier aussi dans le temps. Et que ce qu'on va définir maintenant en disant tiens, cette partie-là devient obligatoire parce que c'est important, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est pas ça qui va nous permettre de faire plus de ventes, et donc en fait on peut modifier ça. D'ailleurs, nous on modifie pas tous les jours, mais au moins chaque semaine on a des évolutions sur nos modèles de données, et donc il faut aussi être voilà, ça, c'est une bonne manière d'échanger pour pouvoir s'assurer d'avoir la meilleure qualité, et ça varie dans le temps. Oui, c'est ce que tu m'avais dit quand on avait préparé, c'était comment faire ensemble pour partager la data. C'est déjà identifier un produit pour ensuite pouvoir, de façon non ambiguë, savoir que c'est ce produit-là dont on parle, qu'on vend, qu'on met en avant, et qui est partagé après par tout un écosystème, y compris les marketplaces. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Oui.
Bonjour, Julien Perronnet, Galerie Lafayette. J'étais ce matin déjà là. Donc moi, je suis responsable sur le référencement digital. J'avais une question et deux remarques. D'abord, les remarques, c'était que vous êtes diamétralement opposés, en fait, parce que le marketplace, vous référencez un peu le tout venant. Enfin, votre clé de contrôle, c'est juste le Jettin, si j'ai bien compris. Et par rapport à ça, justement, j'avais une question. Vous avez 8000 références, 8000 catégories pardon, à traiter. Je voulais savoir, vous aviez parlé d'outils pour mapper un peu tout ça, pour les mappings. Si vous avez un outil, lequel? Et sinon, est-ce que vous avez des petites mains derrière qui mappent? Et à ce moment-là, c'est quoi un peu le dimensionnement pour ce faire? En fait, on n'a pas que le Jettin qui est obligatoire. Après, on a au moins 6 informations qu'on demande à la création, notamment la description, notamment le titre, la marque, qui nous permettent à ce moment-là de commencer à avoir une connaissance suffisante pour savoir ce qu'est ce produit. Et derrière, en fait, on peut avoir effectivement des outils. Un premier outil qui nous permet, alors ça a beaucoup de data science derrière, pour pouvoir identifier là-dedans quelles sont les données non structurées et les rendre structurées et renseigner les champs qui ne seraient pas encore renseignés. Ça peut être la couleur, ça peut être des histoires de taille. Voilà. On a des choses comme ça qu'on arrive à remplir grâce à ça. Donc c'est vraiment pour de la complétude de la donnée qu'on peut le faire, et de le faire dans le modèle associé à la catégorie dans laquelle le produit est créé. Le deuxième outil qui arrive avant celui-là, qui est encore plus important, c'est un outil de catégorisation qui nous permet, en fait, avec l'ensemble de ces premières données qui nous sont soumises par le vendeur, de pouvoir, en fonction d'une base d'apprentissage qui s'enrichit tous les jours, de pouvoir mettre le produit au bon endroit et voilà, de le rapprocher d'éléments similaires, et ensuite d'être sûr d'être sur la bonne structure pour ce produit-là. Ok, donc si je comprends bien, vous le faites par expérience, par retour d'expérience. Si vous manquez un champ, genre la couleur, vous le faites par retour d'expérience que vous avez avec les différentes marques. Ça correspond. On a ça quand on le fait nous directement, exactement. Et ensuite, l'autre enjeu qu'on a, c'est de solliciter nos vendeurs. Parce que les vendeurs sont responsables de la donnée qu'ils mettent sur les marketplaces. Et donc, on sollicite nos vendeurs pour leur dire, voilà, moi, ce qui est important pour moi, c'est notamment les champs obligatoires ou des champs fortement recommandés qui me permettent quand même d'être affichés sur le site, mais on sait qu'il y a un intérêt à ce que ce soit rempli. On les sollicite régulièrement en ciblant exactement ce que l'on attend et en leur montrant c'est là les champs manquants. Ça, c'est une autre partie, on a des grands plans d'enrichissement. Et ma dernière question, donc du coup, si vous avez des allers-retours comme ça, vous avez combien de personnes derrière pour traiter tout ça? Sur cette partie-là, sur la relation avec les vendeurs, c'est une équipe d'une petite dizaine de personnes en fait qui s'occupe de ça, qui répond en fait aux vendeurs. En fait, tout l'enjeu derrière, avec la marketplace, c'est de pouvoir être scalable. On ne peut pas faire des choses en unitaire sur 100 millions de produits. Donc, il faut absolument que l'effort soit fait au maximum par les vendeurs et qu'on les accompagne pour le faire. Donc, ça veut dire qu'on leur fournit des templates, ça veut dire qu'on leur, justement, sur l'enrichissement, on va définir quelque chose qu'on attend et c'est eux qui vont le remplir. Et ensuite, on a tout ce qu'il faut pour l'ingérer chez nous de la manière la plus simple et la plus rapide possible. Ok, merci. Merci. Une dernière question? Non? Écoutez, merci beaucoup. On peut les applaudir pour le partage. Alors, on vous donne rendez-vous, donc une petite pause pour ceux qui sont présents. Vous pouvez visiter les stands de nos GS1 partenaires. Je vous donne donc rendez-vous à 15h30 pour vous dire comment le Jettin vous aide à vous conformer aux exigences fiscales sur les marketplaces. À tout à l'heure.